Le mois de mai 2025 a été tout simplement incroyable. Coinbase entre dans le S&P 500, ce qui est un symbole fort pour toute l'industrie qui confirme que les géants de la finance traditionnelle reconnaissent désormais la légitimité des acteurs crypto comme une partie intégrante de l'économie américaine. La régulation crypto avance à grands pas, notamment avec le Genius Act qui ouvre la voie à un cadre plus clair sur les stablecoins aux États-Unis et qui pourrait déclencher une vague de capitaux supplémentaires sur le marché. On a Bitcoin qui frappe un nouvel ATH à 111 000 $, on a Trump Media, qui annonce un investissement massif de 2,5 milliards de dollars pour constituer une réserve stratégique de Bitcoin. On a la SEC, bien décidée à mettre un terme à la politique anti-crypto de Gary Gensler, qui retire sa plainte contre Binance. Et, chose impensable, il y a encore quelques mois, elle change de position sur le staking, rendant les blockchains en proof of stake beaucoup plus solides juridiquement. Et tout ça en un seul mois. Ici, je vous parle même pas des ETF, de l'adoption grandissante du Bitcoin et des cryptos par de nombreux pays, de la création de réserves stratégiques ou encore du développement massif de l'industrie qu'on suit chaque semaine ensemble dans les Morning Bull Run et les vidéos de cette chaîne. Mais malgré tout ça, quand on regarde du côté des altcoins, c'est clairement pas la folie. Beaucoup commencent à douter, se demandent si ça vaut encore le coup, s'inquiètent pour leur portefeuille et ressentent une forme de frustration, une frustration qui, soyons honnêtes, est 100% légitime. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de comprendre pourquoi ce cycle est bien plus complexe que les précédents, quelles sont les vraies leçons à en tirer et surtout, à quoi il faut s'attendre pour la suite. Bon, déjà, il y a le contexte géopolitique, entre les tarifs douaniers, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques entre les États-Unis et le reste du monde, plus le contexte macro, donc pas de baisse des taux d'intérêt, pas de quantitative easing comme en 2021, et il y a cette espèce de rumeur, d'idée générale qu'une crise économique sans précédent qui serait liée majoritairement à la dette des États va potentiellement arriver. Concernant le marché des cryptos en lui-même, c'est encore pire, on a de nouveaux narratifs, de nouveaux acteurs, plus de régulation, de nouvelles technologies, 100 fois plus de projets, et beaucoup plus de personnes qui connaissent la crypto, donc forcément plus de concurrence. Et ça, c'est sans compter sur la liquidité présente sur le marché. Au moment où le bull run s'est déclenché en 2021, Bitcoin pesait environ 250 milliards. Aujourd'hui, Bitcoin pèse plus de 2000 milliards de dollars, soit 8 fois plus. On a également les banques, les États, les fonds d'investissement qui sont entrés en jeu, et donc obligatoirement, ça modifie la façon dont le marché se comporte et ça demande un niveau de compréhension globale qui est très élevé. Ce qui est dur, c'est que plus le temps passe, plus la crypto devient un actif régulé, un actif institutionnel et le marché est en train de se transformer. Tout prend plus de temps, les événements qui ont autrefois déclenché les différents bull runs comme le halving n'ont pas eu le même impact, la volatilité diminue, les multiplicateurs exceptionnels que l'on a connus par le passé mettent du temps à arriver et globalement sont beaucoup plus durs à aller chercher. Et donc tous ceux qui avaient des espérances basées à 100% sur le précédent bull run se retrouvent dans l'inconfort le plus total. Pour moi c'est clair, le monde est en train de changer. Les technologies évoluent, les intérêts des pays évoluent, les économies évoluent, les marchés évoluent, et le marché des crypto-monnaies n'échappe pas à la règle. La situation actuelle n'a rien à voir avec ce que l'on a connu en 2021. Tout ça, ça fait que la quantité d'informations qu'un particulier reçoit est bien plus importante que par le passé, donc ça crée différents scénarios, différentes thèses, et plus le temps passe, plus l'espoir d'avoir des retours sur investissement complètement fous est en train de diminuer. L'incertitude de toutes ces informations crée du doute, le doute crée de la confusion pousse à prendre les mauvaises décisions, et au final, on a une espèce de cercle vicieux qui mélange peur de perdre, frustration, impatience, et c'est la première raison qui fait que ce bull run est beaucoup plus difficile que les autres. Une autre raison qui fait que ce bull run est très compliqué, c'est parce qu'il y a cette impression qui plane que c'est le dernier bull run qui aura lieu. Résultat, les gens prennent plus de risques, veulent réaliser de gros multiples et se raccrochent au fait que dans tous les cas, on va avoir une altizone, donc forcément, les projets vont exploser. Il y a une phrase qui illustre bien ça et qui pour moi est une aberration totale. Investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Excusez-moi du terme, mais quelle connerie! En fait, il faut comprendre pourquoi cette phrase existe et à qui elle s'adresse. C'est parce que quand vous êtes créateur de contenu, que vous parlez d'investissement ou de crypto sur internet, vous devez vous protéger. En fait, c'est une manière détournée de dire si tu perds ton argent, c'est pas de ma faute. Et d'un point de vue purement légal, ça se comprend. Mais d'un point de vue pédagogique, c'est dramatique. Parce que cette phrase, elle renvoie un message qui est complètement biaisé. Que l'investissement, c'est comme aller au casino. Que vous devez mettre de l'argent en vous disant si je le perds, c'est pas grave. Mais non!
Vous pensez que Warren Buffett, Ray Dalio, Donald Trump, Elon Musk, les traders de JP Morgan, les gestionnaires de chez BlackRock misent de l'argent qu'ils sont prêts à perdre? Jamais de la vie. L'investissement sérieux, l'investissement structuré, l'investissement réfléchi, ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas un ticket de loto. Un bon investisseur ne met pas de l'argent qu'il peut perdre ou qu'il est prêt à perdre. Il met de l'argent qu'il veut faire fructifier intelligemment. Il se forme, il gère ses risques, il conduit une stratégie. Et surtout, il ne joue pas à pile ou face avec son avenir financier. Parce que quand tu mets de l'argent que tu es prêt à perdre, tu vas te comporter comme si tout était perdu d'avance. Tu vas prendre des décisions émotionnelles, tu ne vas pas apprendre, tu vas pas te former, tu vas pas développer de compétences et tu ne progresseras pas. C'est comme si demain je te dis, investis dans un bien immobilier, tu fais un crédit, mais tu mets de l'argent que tu es prêt à perdre dans ce bien immobilier. Évidemment, ça n'a aucun sens. Plus il y a de personnes qui rejoignent les chercheurs de pépites et plus je me rends compte qu'il y a un problème qui revient également souvent, c'est un manque d'échelle de temps. Regarde ce graphe, il est baissier, n'est-ce pas? Ça veut dire que peu importe où tu rentres, peu importe où tu achètes, tu es perdant. Maintenant, regarde le même graphe. Cette fois-ci, c'est bullish. En fait, c'est le même actif, c'est le même graphique, ce sont simplement les unités de temps qui vont varier. Donc la conclusion de ça, c'est quoi? C'est qu'il faut élargir ses horizons de temps et sortir de cette vision court terme du marché. Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment le marché fonctionne dans sa globalité. Et au fond, c'est logique. Pour un particulier qui a sa vie, ses activités, son travail et ses propres problèmes à gérer, c'est pas facile de passer 5 heures par jour à analyser le marché crypto et à comprendre quel est le bon moment pour investir. Mais le souci, c'est que quand ils investissent en crypto, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne monte pas tout de suite. Il faut vraiment capter que les opportunités financières, ça prend du temps. Et c'est là que beaucoup font fausse route. Le marché évolue comme il doit évoluer, avec ou sans toi. Il n'attend pas que tu sois prêt. Tu n'as pas raté le train, tu n'es simplement pas monté au bon moment. Et ce n'est pas grave. Tout ce qu'il faut faire, c'est soit développer des compétences, soit se faire accompagner, ou soit arriver à accepter que sans compétences, sans accompagnement, eh bien, tu vas parfois rentrer au mauvais moment et tu vas devoir parfois également attendre que le temps puisse rattraper ton manque de compétences. Et donc, comme on est dans un marché qui met du temps à se construire, il va falloir être patient, il va falloir accepter que les choses prennent du temps et surtout, arrêter de penser que parce que ça n'explose pas maintenant, ça ne pourra pas être le cas dans le futur, parce que la seule raison qui peut faire penser ça à certaines personnes, c'est le doute, la psychologie, le manque de conviction, qui est, dans 99% des cas, lié à un manque de compétences, qui en résulte un manque de vision globale sur le marché. La bonne nouvelle, c'est que la crypto, c'est comme devenir pâtissier, ça s'apprend. Au passage, j'espère pour vous que vous n'aurez jamais à goûter un de mes gâteaux, parce que là, croyez-moi, ce sera pire qu'un bear market. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Moontaurus et j'aide les personnes qui ont plus de 30 000 € investis en crypto à changer de classe sociale en leur donnant les clés nécessaires pour saisir les opportunités qu'offre le marché des crypto-monnaies. Si tu as plus de 30 000 € investis et que tu souhaites travailler avec moi, être accompagné pour définir ta stratégie, ton plan d'investissement adapté à ton profil et à ta situation, book un call avec moi via le lien en description et on pourra discuter ensemble des solutions que l'on propose. L'un des plus gros problèmes de ce cycle, c'est clairement les attentes. On sort de deux bull runs, 2017 et 2021, où on a vu des gens faire des x10, des x20, des x30, des x50, parfois des x100 en quelques semaines, quelques mois. Et le cerveau, lui, il enregistre ça comme une norme. Résultat, aujourd'hui, un x2 ou un x5 est vécu comme une déception. Mais le problème, c'est pas juste les chiffres. Le vrai problème, c'est qu'on a été conditionné. Conditionné par les anciens cycles. Conditionné par les réseaux sociaux, par les success stories passés, par les screenshots de portefeuille à 6 chiffres, les « regarde ce que j'ai fait avec 500 €, etc., etc. Et le plus fou, c'est que la majorité des gens en oublient complètement l'essentiel. Ils oublient la base et ils perdent de vue la seule vraie raison qu'il faut avoir si vous souhaitez investir dans un marché des crypto-monnaies qui est en train de changer. Parce que la vraie question à se poser, ce n'est pas « est-ce qu'il va y avoir un bull run ? Est-ce qu'il va y avoir une alt season ?» Ça, ce sont des mauvaises questions. La vraie question à se poser, c'est « est-ce que les projets dans lesquels j'investis ont les capacités de se développer en tant qu'entreprise viable, rentable et utile sur le long terme ?» Parce que c'est ça au fond. Une blockchain, c'est une entreprise. Un protocole, c'est un produit. Et un token, c'est juste l'actif qui reflète l'évolution de cette entreprise. Prenons un exemple simple. Chainlink. Chainlink, c'est une entreprise qui utilise une nouvelle technologie, donc en l'occurrence la blockchain, pour proposer un service très spécifique, mais fondamental. La connexion entre les données du monde réel et les smart contracts. Autrement dit,
Quand un protocole DeFi, une plateforme d'assurance ou un jeu blockchain a besoin d'une donnée extérieure, par exemple le prix d'un actif, la météo, le résultat d'un match ou le taux d'inflation, eh bien c'est Chainlink qui fournit cette donnée de façon fiable, vérifiable et décentralisée. Et ce service, ce n'est pas juste de la théorie, c'est déjà utilisé par des centaines de projets, par des blockchains entières, par des acteurs institutionnels qui veulent garantir l'intégrité de leurs opérations et de leurs données. Et donc, si cette utilisation continue de croître, si Chainlink génère des revenus réels, si de plus en plus d'acteurs intègrent Chainlink dans leurs services, alors forcément l'entreprise va prendre en valeur. Et logiquement, le token Link, qui est au cœur de l'écosystème, s'appréciera aussi avec le temps. Pas parce qu'il y a un bull run, mais parce que la valeur vient de l'usage et que l'usage attire la demande. Si Chainlink est utilisé, s'il est intégré dans des centaines de protocoles, s'il génère des revenus réels, s'il attire des partenaires solides et que l'entreprise derrière grossit et devient incontournable, alors l'appréciation du token suivra naturellement. C'est mécanique. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, ce n'est pas quelque chose de spéculatif. C'est juste de la logique. Et pourtant, aujourd'hui, trop de gens n'ont qu'un mot à la bouche, le bull run ou l'alt-season. Comme si tout dépendait uniquement d'un événement euphorique, d'un feu d'artifice irrationnel, d'un moment magique où tout monte d'un coup et on ne sait pas trop pourquoi. Mais en fait, par définition, un bull run, par définition, une alt-season, ce n'est pas normal. C'est un excès de marché. C'est une phase irrationnelle qui ne dure jamais. Et donc, quand on change d'approche, quand on commence à penser technologie, à analyser la valeur, l'adoption réelle, l'utilité, quand on regarde si un projet peut réellement se développer comme une entreprise, alors finalement, qu'il y ait un bull run ou pas, ça change pas grand-chose. Et tout ce que je vous dis là, ça changerait à ma vision actuelle. Je pense très sincèrement qu'il y aura un bull run et même potentiellement une alt-season, mais mes décisions ne dépendent pas d'une euphorie. Parce que si le marché tend de plus en plus vers la bourse et qu'il n'y a pas d'alt-season comme on a connu par le passé, eh bien, j'ai mon capital qui est réparti sur des entreprises qui souhaitent utiliser la blockchain pour construire le monde de demain. Que ce soit l'IA, la robotique, l'énergie, la finance, les applications, les jeux ou encore le cloud, la blockchain permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant et donc elle permet de créer de la valeur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis le bottom de 2022, il y a des dizaines de crypto-monnaies émises par des entreprises sérieuses qui ont réalisé des performances sensationnelles sans alt-season. Je vais vous mettre un exemple parfait. Si vous prenez Fetch.ai avec son token FET, eh bien depuis le bottom, le token a fait un x60. Encore une fois, je le répète, sans alt-season. En réalité, j'aurais pu vous mettre des dizaines d'entreprises, des dizaines d'exemples, mais ce sont des informations qui sont réservées aux membres des chercheurs de pépites. Ils ont fait le choix d'investir en eux-mêmes et donc c'est normal qu'ils aient accès à 100% de la valeur qui est partagée. Donc mon conseil, il est simple. Aller chercher de la performance, c'est possible même sans alt-season, même sans bull run. Si tout explose d'un coup, tant mieux. Mais si le marché n'explose jamais, tu as quand même ton capital qui est protégé et sur lequel tu vas pouvoir réaliser des bénéfices parce que tu l'as investi en prenant en compte les différents scénarios potentiels. Pour progresser, il faut déjà que tu arrives à comprendre fondamentalement comment la blockchain permet de créer de la valeur et à quoi servent les crypto-monnaies qui sont émises par les entreprises qui utilisent déjà cette technologie. Parce que oui, certaines crypto-monnaies sont inutiles, mais ça, c'est encore un autre sujet. À partir de là, tu auras une base solide pour passer à l'étape d'après et si tu as besoin, tu m'envoies un message dans les commentaires et on en discute. Dans une des précédentes vidéos, on avait parlé du fait que l'on s'était mangé deux énormes feintes en février 2025 suite à l'acceptation des ETF Bitcoin et Ethereum et en novembre suite à l'élection de Donald Trump. Ces deux moments clés ont été pour beaucoup, moi y compris, le début du bull run, sauf que ça n'a pas été le cas. Beaucoup de gens ne prennent pas en compte les conséquences des facteurs institutionnels. Le fait que le marché est en train de changer. Alors la question à se poser, c'est pourquoi ? En fait, c'est une question de liquidité. Sans rentrer dans les détails trop techniques, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché crypto a changé d'échelle. Il y a plus d'argent, plus d'acteurs, plus de complexité, plus de concurrence, et donc une masse d'ordre potentiel à passer qui est colossale. Et contrairement à un particulier qui peut rentrer sur un actif en quelques secondes via Binance ou Bybit par exemple, les institutions ne peuvent pas acheter pour 1 milliard d'un coup. Pourquoi ? Parce que un fonds ne peut pas se permettre de faire exploser le prix en entrant trop vite. Il y a des contraintes de liquidité, il y a des contraintes de volatilité, de prix moyen, de risques réglementaires et surtout une volonté de ne pas se faire repérer. C'est pour ça qu'un acteur institutionnel va plutôt
fragmenter ses ordres sur plusieurs semaines, atteindre des zones de vente pour absorber sans faire monter le prix, ou même parfois faire croire que le marché est mort pour accumuler dans l'ombre. Et une grande partie de ces transactions ne passent même pas par les marchés classiques, elles se font en OTC, donc en dehors des plateformes publiques, via des brokers ou des desks privés. Pourquoi? Parce que ça permet d'acheter sans impacter le prix, en toute discrétion et à grande échelle. Et de l'autre côté, tu as les market makers, qui sont, par exemple, Binance est un market maker qui gère la liquidité du marché au quotidien. Et eux aussi, ils ont besoin de temps pour équilibrer les carnets, ajuster leurs positions et absorber les flux. Pourquoi? Tout simplement parce que si tout le monde prend ses profits en même temps, ils doivent payer tout le monde. Alors le sujet est beaucoup plus vaste, donc je vais vous faire une vidéo exclusivement là-dessus si vous me le demandez en commentaire, et on va passer à la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça mis ensemble, OTC, market maker, institution, eh bien ça rallonge le cycle. Parce qu'il ne suffit pas de cliquer sur buy pour faire bouger le marché, il faut construire, accumuler, lisser, et ça prend du temps. Et donc, ce que beaucoup interprètent comme de la faiblesse du marché, en fait, c'est une base extrêmement solide pour absorber la quantité de liquidité qui arrive sur le marché avec le temps. Plus le prix revient sur des zones clés, ce qui met énormément de temps, parce qu'il faut que ça monte, il faut que ça descende, et plus le marché peut consolider une base solide d'acheteurs. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que ces zones, ce sont souvent des zones qui sont appelées des zones de support, d'accumulation ou des zones d'intérêt institutionnel. Ce sont les endroits où les acheteurs long terme prennent position. Ce sont les niveaux où ceux qui croient vraiment au BTC, qui n'ont pas les mêmes moyens que vous et moi, et qui croient à l'évolution du marché, commencent à acheter de manière progressive sans chercher à ce que le marché explose dans l'immédiat. Et plus le temps passe dans ces zones, plus on voit des volumes qui s'accumulent, des positions qui se construisent lentement, et des mains fortes qui remplacent les mains faibles. Et en fait, si vous voulez, cette phase, elle est nécessaire parce que c'est elle qui va donner la force au marché pour ensuite enchaîner une hausse plus forte et plus durable. Un marché qui part trop vite, sans base, c'est un marché qui retombe aussi vite. Mais un marché qui prend son temps, c'est un marché qui se construit dans une tendance réelle. Donc oui, le fait que ça prenne du temps, c'est assez frustrant, mais d'un point de vue structurel, c'est exactement ce dont on a besoin pour que la hausse soit crédible au vu du contexte global actuel. Et la bonne nouvelle, c'est que si ça prend du temps à l'achat, ça prendra également du temps à la vente. Autrement dit, quand il y aura un bull run, eh bien celui-ci va probablement durer longtemps, très longtemps, bien plus longtemps que ce qu'on a connu en 2017 et en 2021. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis très optimiste pour la suite, parce que la masse n'est pas encore arrivée sur le marché. On n'a pas eu de phase prolongée d'euphorie qui aurait permis aux géants financiers de revendre les positions qui ont été accumulées pendant des mois. Ma conclusion, elle va être très simple. Il n'y a pas de fumée sans feu, et il se passe trop de choses pour que ce soit fini avant même d'avoir commencé. Plus il y a de doutes, plus c'est inconfortable, plus c'est long, plus c'est dur, et plus c'est la définition même d'une opportunité. L'inverse, que ce soit trop simple, aurait été vraiment bizarre, mais c'est pour moi la raison pour laquelle le plus beau est devant nous et pas derrière nous. Aujourd'hui, il faut savoir que seulement 4% de la population mondiale possède des crypto-monnaies. On a donc beaucoup de marge. Donc non, ce n'est pas trop tard, et oui, il y a des résultats complètement fous à aller chercher, même aujourd'hui. Si vous voulez gagner plus que les autres, vous devez être meilleur que les autres. Et c'est pour ça que vous devez vous former, développer des compétences et voir plus loin que les autres. Je sais que c'est dur, je sais que c'est parfois très désagréable, je sais que le discours n'est pas forcément très sexy, mais vous payez simplement le prix de vos ambitions et rien que pour ça, soyez fiers de vous. Ceux qui ont besoin d'aide, vous m'écrivez, et pour les autres, je vous dis à la prochaine. C'était Moontaurus. Ciao ciao.